Je passe tout de suite la parole au docteur Jousten. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter le monitorage non invasif et continu de la pression artérielle. Je suis anesthésiste à l'hôpital Bicêtre et également à Paul-Brousse, mais à la base, je suis belge et je suis de l'hôpital Erasme. Pas de problème. Donc, j'ai quelques conflits d'intérêts que vous allez voir dès que les slides vont défiler. Je suis consultant pour Aguetan, pour Edwards Life Science et pour Fresenius Kabi, en sachant que pour la firme Edwards commercialise un des systèmes dont je vais vous présenter maintenant. Alors, on va faire un petit tour de conflits d'intérêts pour gagner un petit peu de temps. Professeur Lorne. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier avec l'industrie sur cette thématique. Docteur De Seb. Moi, je suis consultant pour Medtronic qui commercialise une solution de NIRS, de spectroscopie, et pour l'Ivanova. Professeur Guinaud. Moi, j'ai un conflit avec Abbott et Medtronic parce que je donne des cours. Bon, j'ai moi-même un conflit d'intérêt avec la société Amomed qui commercialise des thérapeutiques hémodynamiques. Alors, est-ce que le souci technique est réglé ou est-ce qu'on commence à caper là ? On peut déjà commencer, parce que disons que la pression artérielle, c'est quelque chose qu'on mesure tout le temps chez les patients qu'on prend en charge au bloc opératoire. C'est évidemment quelque chose qu'on soit monitore de manière rapprochée, soit de manière espacée. Et puis, maintenant, on va pouvoir débuter. Donc, effectivement, quelques conflits d'intérêts, comme je l'ai cité précédemment. Et ce topic a fait l'objet de nombreuses publications et de nombreux éditoriaux disant, finalement, est-ce que c'est des jouets ou est-ce que ce sont vraiment des monitorages intéressants ? Est-ce que c'est mieux d'avoir une valeur exacte, ou en tout cas une capacité à suivre les variations de pression artérielle? Est-ce qu'on doit tous les avoir au bloc opératoire? Ce sont des questions qu'on va essayer de répondre. Évidemment, les trois principales technologies que nous avons actuellement, c'est le monitoring ClearSight d'Edwards, anciennement Nexin, ou le Synap, qui utilise des manchons digitaux qu'on met au niveau de la phalange, soit un, soit deux, pour des mesures alternées. Et puis enfin, le monitorage TEN6, qui appartenait à une firme à San Diego, en Californie, mais qui a été récemment vendu à une firme chinoise dont l'avenir de cette technologie est incertaine. Donc la technique de volume clamp ou de finger cuff, ce qu'on appelle en anglais, utilise le principe de la photoplétismographie, où il y a un manchon qui va gonfler, dégonfler pour essayer de maintenir constant le volume dans l'artère digitale. Et par la pression générée pour maintenir ce volume constant, ça va reconstruire une artère digitale, une courbe artérielle digitale, et par un algorithme propriétaire dépendant, une courbe d'artère brachiale. Et pour la tonométrie par ablation, il y a un bracelet qui est placé au niveau de l'artère radiale qui va essayer de la comprimer sans l'oblitérer complètement. Et encore une fois, ça va permettre de tracer une courbe d'artère radiale et par après d'extrapoler une courbe d'artère brachiale. La différence entre les deux, c'est que le système Synap utilise un manchon à pression artérielle au niveau du bras pour calibrer le système, alors que le système ClearSight utilise une espèce de zéro de référence. Alors comment on évalue ces systèmes? Par l'agrément, la précision, capacité de suivre les variations au cours du temps, et puis est-ce qu'il y a un impact sur le management de la pression artérielle et sur le devenir du patient? Alors il y a plein de papiers positifs qui ont été faits, qui montrent que les systèmes sont capables de suivre, par rapport, ici vous voyez le Nexin par rapport au brassard à tension ou par rapport à la pression artérielle invasive. Également pour le système Synap ou pour la tonométrie par ablation, on peut voir que le système suit bien les variations de pression artérielle. Mais je pourrais également vous montrer d'autres papiers qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation. Et donc au final, quand on tranche, on trouve une méta-analyse qui a été publiée en 2014 dans Anesthesiology, qui comprend plus de 29 études et 900 patients, qui considère acceptable ces nouveaux monitorages comparés au cathéter artériel si le biais ou l'agrément est de 5 mm de mercure, plus ou moins 8 de limite d'agrément. Et ce qui montre, pourquoi 5 plus ou moins 8? Parce que ça a été recommandé par cette association pour le progrès médical, bien qu'il n'y ait pas de gold standard pour cette technologie non invasive, seulement pour les brassards à tension, mais ils ont pris les mêmes recommandations. Et ce qu'on voit, c'est que pour la pression artérielle systolique, le biais est à moins 1,8 plus ou moins 12, pour la diastolique 6 plus ou moins 18, et enfin pour la moyenne à peu près 4 plus ou moins 8, et donc ils ne remplissent pas les critères recommandés par l'association pour le progrès médical. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas la valeur absolue, mais c'est la capacité de suivre les variations au cours du temps. Et donc, récemment, il y a cette équipe qui a utilisé ces monitorings chez les obèses et qui ont montré que bien que les
valeurs n'étaient pas interchangeables par rapport au cathéter artériel. En tout cas, c'était capable de suivre le trend au cours du temps en utilisant des systèmes d'analyse par error grid, et j'y reviendrai peut-être après. Pourquoi c'est important de monitorer? Mais simplement parce que l'hypotension est délétère chez tout type de patient, que dès la première minute passée en hypotension, on augmente le risque de complications, et que la majorité des hypotensions surviennent à l'induction, généralement à une période où on n'a pas encore de monitorage par cathéter artériel, et où un monitorage de la pression artérielle continue peut avoir son sens. Alors les bénéfices de cette technologie sur le management, c'est que la plupart du temps, ça montre que ça diminue l'incidence d'hypotension, et une petite étude nous montre, et ça peut également diminuer les nausées, vomissements chez la femme enceinte. Mais finalement, si on regarde le bénéfice en termes sur le devenir du patient en post-opératoire, on n'a pas de données, on a une petite étude qui montre que ça peut améliorer le devenir, mais en couplant un monitorage de la pression à celui de la volémie, et donc en optimisant la pression et la volémie. Et donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des études d'impact pour utiliser ce type de monitorage? Pour conclure, je pense que c'est une technique prometteure au bloc opératoire pour remplacer le cuff brachial qu'on espace toutes les 5 minutes ou voire qu'on rapproche toutes les minutes, mais en tout cas pas pour replacer le cathéter artériel. Je pense qu'une mesure continue est toujours meilleure qu'une mesure intermittente. Probablement que les valeurs absolues ne sont pas excellentes, mais en tout cas les capacités à suivre les variations du cours du temps sont bonnes. On a besoin d'améliorer les performances de ces monitorings pour vraiment les croire, je pense. Et finalement, je pense qu'une des principales limitations, évidemment, est le coût associé à ces différents dispositifs. Merci Alexandre. Alors on va enchaîner tout de suite sur les questions qu'on commence à recevoir. Est-ce que en pratique, toi tu utilises ces dispositifs et si oui, pour quel type de population de patients? Donc effectivement, nous dans notre hôpital, on a le système ClearSight qu'on utilise pour une certaine catégorie de patients. Je vais retourner sur quelques slides par la suite. Je ne sais pas si on peut avoir les slides. Donc comment je l'utilise? Je vais vous montrer ici sur mais déjà, comme j'ai l'habitude de dire, c'est que n'importe quel monitorage, on ne peut pas l'utiliser en faisant n'importe quoi, comme dans cette étude où ils essayent de comparer le système ClearSight chez des patients en chirurgie vasculaire majeure, où ils finissent par montrer que ce n'est pas du tout valable. Donc évidemment, c'est contexte dépendant. On ne va pas faire du monitorage non invasif sur une chirurgie majeure chez un patient au risque, et inversement. Et donc ce que moi, je recommande, c'est de prendre le type de chirurgie dont le patient a besoin, parce que c'est plus facile, et ça a été recommandé. On sait quel type de chirurgie est à haut risque, à risque intermédiaire et à faible risque. Et puis en fonction du risque, si c'est un patient à faible risque, chirurgie à haut risque, probablement le brassard à tension est assez. Si c'est une chirurgie à risque modéré, la question c'est est-ce que le patient est à haut risque? S'il est à haut risque, est-ce qu'on va mettre une artère? Probablement oui. Donc du coup là, on fait des monitorages minimally invasifs. Et sinon, on peut utiliser les techniques de finger cuff ou de synap. Et enfin, si le patient, vous allez voir, est à haut risque, là, évidemment, l'idée, c'est de discuter avec les soins intensifs et voir quel type de monitorage ils ont pour, évidemment, pouvoir continuer le monitorage une fois que la chirurgie est terminée. Ok. Alors, concernant, on vient de voir le monitorage de la pression artérielle en continu de façon non invasive, ce qui permet d'obtenir un signal avec la valeur de pression artérielle systolique, diastolique, moyenne, et également d'avoir une valeur de VPP si le patient, effectivement, a les critères de validité de VPP. Est-ce que tu pourrais revenir sur les possibilités d'utiliser cet outil VPP de façon non invasive par ces ballonnets en fait, digitaux? Donc il n'y a que quelques études qui ont comparé la valeur du VPP par ces monitorages non invasifs par rapport au VPP mesuré par un cathéter artériel. Et les études qui ont été faites maintenant il y a déjà plus de 5 ans montrent qu'en général, il y a un bon agrément entre les deux, que ce soit aux patients du bloc opératoire ou sur les patients de soins intensifs. J'ai quelques slides, mais on n'est pas obligé de les montrer, simplement montrer qu'il n'y a pas beaucoup de données, mais les données qu'on a, en tout cas, nous montrent que la valeur est fiable et qu'on peut s'y fier pour remplir le patient. D'accord. Une question pratico-pratique. As-tu une idée du prix approximatif de ce capteur? Oui, donc le prix pour un système comme le ClearSight, c'est à peu près 176 à 180 € par patient. Et c'est non réutilisable, et donc évidemment, ça a un coût, notamment si on pense qu'on le met sur des chirurgies à risque modéré, c'est-à-dire où le remboursement de la sécurité sociale est quand même limité.
Pour le système Synap, ça doit être la même gamme de prix, quoique je ne l'ai jamais utilisé. Le petit avantage peut-être qu'il a, c'est qu'on peut le réutiliser. Et le système Tensys, comme je vous l'ai dit, ce bracelet, c'est pas évident parce que en fait, pendant la chirurgie, si on le met et les bras le long du corps, on a souvent le chirurgien qui s'appuie. Donc le mouvement est une limitation majeure de ce type de monitorage. Et comme je vous l'ai dit, le système a été racheté par une firme chinoise et donc pour le moment, il est plus disponible, je pense, pour nous en Europe. Dernière question, Alexandre, est-ce que tu pourrais revenir sur le concept de prise de décision, qui est un concept important? Je vais revenir sur mes slides alors. Donc comme je disais, effectivement, ce que les gens semblent dire, c'est que peut-être la valeur n'est pas bonne. Mais si la valeur n'est pas bonne, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que les variations sont bonnes. Et ce que je pense être important également, c'est de dire que, en plus des variations, c'est la prise de décision clinique. Je vous donne un exemple, puis je vous montre la slide, le temps d'y arriver. Si jamais vous avez une pression artérielle par le cathéter radial qui est à 50 et que votre monitorage vous donne une pression à 40, il y a par exemple 10 de différence, mais la prise de décision clinique sera la même. Pourquoi? Parce qu'une pression basse, on traite l'hypotension. Si vous avez cette même différence de 10 mm de mercure, mais qu'avec la cathéter artérielle, vous avez 70 et 60 avec le monitorage non invasif, la prise de décision risque de ne pas être la même. Je ne traite pas versus je traite. Idem pour une pression, par exemple, à 120 mm de mercure de systolique ou de 130. Et donc, les auteurs, ce qu'ils ont fait dans une des études, c'est, au lieu de regarder ça, ils ont classé ça en 5 zones. Dans ce diagramme qu'on peut voir ici en 5 zones. La zone A représente aucun risque pour le patient dans la prise de décision clinique. La zone B représente un faible risque. La zone C représente un risque modéré, un risque significatif et puis enfin un risque dangereux. Et comme je vous l'ai dit, si vous regardez sur cet exemple, vous avez un graphe de Blantalman dont le biais moyen est à 28 et les limites d'agrément jusqu'à 73, jusqu'à moins 17. Et on voit que ce n'est pas bon du tout. On voit tout de suite que sur le graphe, sur la prise de décision, ce système d'error grid, on voit que le graphe n'est pas bon du tout. Mais par contre, inversement, on peut avoir également un Blantalman qui n'est pas terrible, avec un biais moyen à 5 et des limites d'agrément à plus ou moins 22. Et là, on voit qu'on est quasiment tout le temps dans la zone A. Ça veut dire que peu importe la valeur, même si elle est assez éloignée de la valeur du cathéter artériel, on prendrait les mêmes décisions cliniques. Et donc ce système d'analyse pour comparer des mesures entre un gold standard et une nouvelle méthode testée peut être prometteuse, car elle permet en tout cas de savoir si on prend des décisions dangereuses ou pas pour le patient. Avec quand même la limite que le trending, c'est-à-dire la tendance est peut-être bonne, mais la valeur absolue peut être sous-évaluée ou surévaluée, comme d'ailleurs on l'a déjà démontré dans différents travaux. Et ce qui peut être gênant si on veut optimiser la pression artérielle moyenne, comme le modèle de l'étude INPRESS d'Emmanuel Futier, où on cherche à avoir une valeur de pression artérielle systolique à plus ou moins 10%, où là, effectivement, on sera peut-être bien en termes de tendance, mais peut-être pas en termes de valeur absolue. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu vois très rapidement, d'autres limites sur la technologie Oui, donc les limites classiques qu'on ait, c'est évidemment les patients qui ont une mauvaise perfusion périphérique, donc les patients sous vasopresseur. Les patients âgés, il y a également un travail qui a montré dans un journal d'impact facteur modéré que ça marchait beaucoup mieux ces technologies chez les gens jeunes que chez les personnes âgées, probablement dû à cette mauvaise perfusion périphérique. Et pour l'utiliser en pratique courante, notamment sur les greffés rénaux, on s'aperçoit que certains d'entre eux, en tout cas, ont une mauvaise perfusion et même en mettant le capteur, on n'arrive pas à obtenir de signal, juste probablement parce qu'il y a une mauvaise perfusion périphérique. Donc haute dose de vasopresseur, haut et bas niveau de pression artérielle, l'agrément, en tout cas la concordance est moins bonne qu'à des pressions ou des niveaux de pression artérielle normales, l'hypothermie également, etc. Merci beaucoup Alexandre.